Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la Fabrique des leaders éclairés et bienvenue dans cette matinale de la deuxième saison, puisque l'année dernière, nous avons déjà démarré une première saison où chaque matinale, nous appelons à témoigner des dirigeants qui ont su insuffler des nouvelles formes de leadership dans leur entreprise et donc ont su réinventer le leadership. Donc, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Donc, pour ceux qui nous connaissent, eh bien, merci beaucoup de nous suivre depuis ces saisons. Je sais que vous êtes nombreux à venir et revenir. Vous êtes nombreux à assister à nos replays aussi, effectivement. Elles sont disponibles sur notre site internet, sur le cycle de la Fabrique des leaders éclairés. Donc, voilà. Donc, j'en profite, en attendant que tout le monde se connecte, j'en profite pour remercier, comme je le fais chaque fois et avec un grand cœur, nos partenaires, ceux qui nous accompagnent et qui sont fidèles depuis cette première saison. Donc, je remercie le magazine Décideurs, qui est un magazine qui est dédié aux décideurs et leaders, porté par le groupe Leaders League. Je remercie également l'association PWN, qui accompagne, qui est une association qui promeut la femme et l'égalité des femmes dans les entreprises. Je remercie également Mouvement Perpétuel, qui est l'agence avec Corinne Bénet, qui depuis 2 ans nous accompagne sur ces matinales et qui est l'agence de communication qui fait que tout ça est possible et qui vous invite et qui relaie l'information aussi. Et puis, je remercie aussi qui s'est joint à nous, puisque aujourd'hui nous allons recevoir Rachel Rama, qui fait partie du groupe Crop Science. Bonjour Rachel. Bonjour Muriel et bonjour à toutes et à tous pour cette Donc, matinale. Donc, Rachel, vous êtes vice-présidente senior recherche de Bayer Crop Science. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, du coup, vous avez aussi, et vous soutenez le mouvement interne qui s'appelle WISE, Women in Science. Et je remercie particulièrement l'une de vos collaboratrices qui s'en occupe et qui est à la tête et qui dynamise ça avec beaucoup de talent, qui s'appelle Catherine Sirvans. Si elle nous écoute, Catherine, eh bien, merci beaucoup d'avoir contribué aussi à rassembler et à fédérer toutes ces femmes autour du leadership de l'innovation, puisque ça va être la thématique de cette matinale. Alors, comme vous êtes en train de venir, j'en profite pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que la Fabrique des leaders éclairés. Donc, je me présente, je suis Muriel Montagnier, donc moi je dirige depuis 10 ans mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting et que j'ai fondé, HMR voulant dire l'humain, moteur de la relation. Donc, j'ai fondé ce cabinet il y a 10 ans pour pouvoir accompagner les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Voilà, c'est l'humain qui nous porte, l'engagement des humains. Et pourquoi ? Parce que c'est l'engagement des humains qui permet de rendre la vision opérante dans l'entreprise et donc l'efficacité et donc effectivement de pouvoir permettre à nos entreprises de perdurer dans le temps. Donc voilà, et on accompagne au travers de la formation, au travers du pôle conseil et au travers d'un pôle coaching. Donc voilà ce qui m'anime depuis 10 ans et ce qui anime nos équipes sur toute la France. J'ai fondé également la Fabrique des leaders éclairés et la Fabrique est concentrée sur le leadership. Alors pourquoi ? Avec un claim que vous voyez qui est « Ensemble, osons réinventer le leadership ». Donc d'abord, pourquoi le leadership ? Parce que, et pourquoi aujourd'hui ? Parce que la culture du leadership, c'est ce qui compose vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise et ce qui lui permet effectivement de prendre cette vision, et la vision de l'entreprise, complètement opérante et complètement de pouvoir se déployer au sein de l'entreprise. La leadership, c'est quoi aussi ? C'est ce qui est le moteur qui permet aux équipes de s'engager durablement pour le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, et puis aussi maintenant, puisque on parle de l'engagement sociétal, la RSE, on en parle beaucoup, une entreprise qui peut aussi s'engager à l'extérieur. Donc voilà, la Fabrique est née d'un constat, c'est en écoutant les dirigeants, en les rencontrant tous les jours. Aujourd'hui, on s'aperçoit que vous, entreprise, vous avez 3 enjeux majeurs. Et la nouveauté par rapport à hier, c'est que ces 3 enjeux majeurs, vous devez les affronter en même temps. Alors si ça vous parle, dites-le nous. Premier enjeu, c'est la nécessité de déployer rapidement une nouvelle vision. Certains d'entre vous doivent faire pivoter leur business model parce que le Covid, et on a vu cette agilité qu'ont nos entreprises de pouvoir le faire dans des situations de crise et dans des situations face à l'adversité. Imaginez d'autres business models. Ça, c'est un premier enjeu.
Deuxième enjeu, l'engagement sociétal, social et environnemental et la nécessité de répondre aux nouvelles aspirations des collaborateurs. Ça, c'est un deuxième enjeu très, très important et qu'il est de plus en plus. Et le troisième, c'est aussi cette accélération que vous devez tous connaître, accélération de l'exécution, dans un quotidien qui est chahuté à la fois par les crises, et là franchement ça vous parle tous, de tout ce qu'on vit, à la fois l'incertitude et la complexité. Donc dans le monde du cas, on y est réellement. Et dans son monde du cas, qu'est-ce qui est important de faire? Ces niveaux défis, ils obligent les entreprises à faire des mutations culturelles et ils vous obligent au sein des entreprises à justement réinventer le leadership. Celui d'hier ne correspond plus à celui d'aujourd'hui, au même titre qu'il faut préparer celui de demain. Donc voilà, et moi, ma croyance et mon expérience surtout, c'est de constater que ces nouveaux enjeux-là, ces nouveaux défis, on pourra les réaliser que si on est en intelligence collective, que si les dirigeants travaillent ensemble. Il n'y a pas un dirigeant qui a des solutions à toutes ces… Ou alors il faut qu'ils me le disent et qu'ils nous écrivent rapidement. Et je vous promets qu'il passera au matinal. Mais sinon, c'est une somme de dirigeants. C'est cette intelligence collective que nos entreprises vont avoir pour travailler sur leur écosystème et sur leur territoire qui permettra de relever ces nouveaux défis. Et c'est pour ça que j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés, c'est pour accompagner les entreprises, les dirigeants à relever ces nouveaux défis et en apportant un écosystème de ressources qui vont permettre aux dirigeants de développer leur intelligence collective, de faire grandir leur leadership à la fois pour eux, parce que c'est eux qui impulsent cette transformation-là dans l'entreprise, à la fois pour leur codir, parce que c'est le codir qui incarne au-delà d'être aligné sur la vision, c'est comment j'incarne ce leadership. Et si je l'incarne, je peux aussi, en m'appuyant sur les managers, infuser ce leadership dans l'entreprise. Et puis, pourquoi? Pour que mon entreprise puisse impacter à l'extérieur de mon entreprise aussi et vraiment relever ce défi qui est vraiment notre défi humain, je pense, de pouvoir justement avoir un impact sur notre environnement, sur les enjeux sociaux et sociétaux. Donc voilà pourquoi la Fabrique des leaders éclairés a été fondée il y a 4 ans. Vous voyez, il y a 4 ans, j'avais déjà cette vision-là, en fait, de se dire qu'on allait être chahuté. Heureusement, je la partageais, on parlait du monde du cas, il y avait des prospectivistes qui pensaient, mais là, on est vraiment là-dedans. Et donc, la Fabrique est conçue pour ça. Donc, et dans cet écosystème-là, pour pouvoir vous éclairer le chemin, on a décidé d'inviter des dirigeants qui insufflent cette nouveau leadership, qui rendent le terreau favorable et qui réussissent effectivement ces transformations-là. Rachel, vous en faites partie. Donc, merci Rachel d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vais, voilà, on vous verra mieux Rachel. Donc Rachel, c'est pour ça, voilà, quand je voulais parler du leadership de l'innovation, je suis allée chercher où est-ce qu'on peut innover. Et chez Crop Science, on innove parce qu'il y a un département innovation spécifique, on l'imagine bien. Et vous, Rachel, vous êtes la vice-présidente senior recherche de Bayer Crop Science. Et donc, je vais vous laisser vous présenter, Rachel, mais la première question que je voulais vous poser, après, je voudrais d'abord que vous partagiez avec nous, c'est quoi les enjeux de l'innovation aujourd'hui? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas les mêmes qu'hier ou en quoi ils ont changé? Voilà, Rachel. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Merci Muriel. Et quand je vous entendais dans l'introduction, elle est très vraie cette introduction parce que je croyais entendre mon quotidien tous les jours, tous les enjeux qu'on a tous les jours, vraiment, c'était bien résumé. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir discuter. Et aussi dans le chat, de voir aussi les réactions et de pouvoir avoir une interaction aussi avec les personnes qui nous écoutent. Donc, je vous invite à le faire, Rachel, effectivement. J'invite tout le temps les participants, merci, à nous faire part, à faire les questions sur le chat. Et puis, j'ai invité Rachel aussi, et puis elle a pris l'initiative, qui est excellente, de pouvoir justement répondre à vos questions en direct live. Donc, n'hésitez pas à en faire partie. Voilà. Donc, les enjeux de l'innovation aujourd'hui, c'est que, et vous l'avez aussi dans votre introduction, c'est que tout va vite. Et dans l'innovation, c'est encore plus vrai. Les nouvelles technologies, tout bouge très, très vite. On est dans l'ère du numérique, du digital, et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui sort et il faut suivre. Donc, il y a une notion d'urgence à innover. Et c'est une innovation qui est différente de celle qu'on faisait avant.
En tout cas, nous, chez Crop Science, on était peut-être dans l'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on avait une base solide, on savait ce qu'on faisait, et puis petit à petit, on faisait de l'innovation incrémentale. Un petit peu meilleur ici, un petit peu meilleur là, un petit peu meilleur que nos concurrents, on avançait comme ça. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on peut faire. Donc, on a vu vraiment aujourd'hui, il faut y aller et il faut faire du disruptif. Et ça change. Hein. Ça change la façon de travailler. Et il faut bien sûr développer le leadership, la culture dans l'entreprise qui va supporter le fait que c'est disruptif. Alors, c'est pas que ce qu'on faisait avant, c'était pas bien. Hein, parce que moi, j'ai des fois les équipes qui me donnent le feedback, ils me regardent et me disent « Ouais, bah, donc tout ce qu'on faisait avant, c'était pas bien. » Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut évoluer avec son temps, hein, je dirais, et donc travailler la culture et travailler que tout le monde se sente bien aussi dans ce côté disruptif. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, honnêtement, et il faut se sentir à l'aise avec ça. Voilà. Donc, quand on est dans l'incrémental, on est peut-être un petit peu plus dans le « je sais ce que je fais, je l'ai déjà fait », donc on est un petit peu plus à l'aise. Et quand on est dans le disruptif, pour certaines personnes, puisqu'il y en a d'autres qui adorent ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller se lancer dans l'inconnu. Et donc, il est sûr qu'on est actuellement, on travaille beaucoup, beaucoup sur la culture et sur le leadership dans l'entreprise. Et c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut continuer à performer, hein, parce qu'il faut quand même qu'on délivre. Et en même temps, il faut faire des choses vraiment, vraiment, vraiment différentes. Et souvent, c'est un petit peu compliqué. Il faut avoir des personnes qui sont un petit peu différentes, avec des profils différents dans les deux côtés. Et il faut arriver à mener tout le monde pour construire l'avenir et faire l'innovation qu'il faut pour le futur. Alors, j'aime bien cette notion dont vous me dites, en fait, alors sans utiliser des mots trop anglais, mais performe et transforme, en fait, c'est oui. Ça. C'est ouais. Comment est-ce qu'on arrive à allier la performance, délivrer à court terme, et puis transformer, en fait, parce que vous avez une notion de temps court et temps long, en fait. C'est comment je réconcilie le temps court et le temps long, en fait. Voilà, et le temps court qui va être toujours dans l'innovation incrémentale aussi. Donc, en fait, on n'est pas sur le même type d'innovation. Et tout ça avec une même équipe. Et il faut embarquer tout le monde et il faut avoir une vision pour tout le monde. Et ça, c'est un enjeu vraiment fort pour les leaders et les managers qu'il y a dans l'équipe. Alors, du coup, Rachel, comment vous y prenez? C'est quoi le leadership que vous avez choisi d'incarner et celui qui va justement faciliter, quel est ce terreau qui va faciliter ce paradoxe, en fait, du performe et transforme? Alors, moi, la première chose, je pense qu'il faut donner du sens à tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, vous parliez des entreprises aussi qui ont des responsabilités sociétales, environnementales. Je pense qu'il est important aussi dans son entreprise de se sentir bien et d'être en accord aussi avec les valeurs de son entreprise. Alors, nous, chez Bayer Crop Science, on a la chance de travailler chez Bayer. On travaille sur la nutrition et sur la santé. Donc, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et moi, je travaille du côté de l'agriculture. Et en agriculture, aujourd'hui, il y a des enjeux très, très forts, c'est-à-dire de réinventer l'agriculture. Et donc, tous ensemble, il faut qu'on réinvente cette agriculture. Quelle est l'agriculture de demain? Et ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Hein, voilà, ça c'est c'est notre vision, c'est notre mission même, je dirais, sociétale, environnementale. Comment faire que l'agriculture soit une agriculture durable? Et elle va être très différente. Et je pense que c'est assez disruptif de ce qui est aujourd'hui. Voilà. Et donc moi, je donne du sens. Donc, on a le sens de l'entreprise et puis on donne du sens à tout ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Donc, en tant que leader, quand on va demander d'être disruptif, on va demander de faire les choses différemment, moi, je prends toujours le temps, on s'arrête et on se dit pourquoi. Dans quel contexte? Et pourquoi on veut faire ce changement? Pourquoi on veut aller plus loin? Pourquoi on veut être ambitieux comme ça? Parce que si les équipes ne comprennent pas, il y a beaucoup de résistance. Alors que si vous avez alors nous on dit en anglais le why, le pourquoi, si vous avez un pourquoi qui est très fort, vous avez beaucoup plus de personnes qui suivent. Et même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec des fois en disant vous êtes sûr qu'il faut aller dans cette direction, mais si le pourquoi est très fort et qu'on le porte, hein, moi quand je fais quelque chose, souvent je suis très convaincue. Et du coup, les gens veulent bien essayer avec nous et suivre. Donc, du sens pour tout. Voilà. Et moi, je prends le temps. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas aller trop dans le
je fais tout de suite. Et puis, j'explique pas. Si on n'explique pas, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est l'expérience que j'ai eue avec les équipes. Et puis, peut-être la deuxième chose, c'est créer un espace sécurisé. Alors, peut-être que c'est un peu particulier de dire ça, mais je pense que si vous ne créez pas en tant que leader un espace où les gens se sentent bien et où ils vont pouvoir prendre des risques, parce que quand on dit on va être disruptif, ça veut dire qu'on va prendre des risques. Beaucoup plus que quand on fait de l'incrémental. Parce que l'incrémental, on a la base qu'on connaît bien, qu'on a déjà fait depuis 20 ans, 10 ans. Mais quand on est disruptif, on va partir sur des choses qu'on ne connaît pas. Et là, on va être dans l'inconnu, et là, on va être dans la complexité, et là, on va être dans l'incertitude. Et si vous n'êtes pas capable, en tant que leader, de créer un espace sécurisé où les gens se sentent bien, où ils vont pouvoir vraiment prendre des initiatives et faire des propositions disruptives, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, nous, comment on fait, c'est que moi, j'essaie chaque fois qu'on a un nouveau projet, quand il se finit, alors des fois, il se finit bien ou moins bien, parce qu'il y a des preuves de concept qui ne fonctionnent pas, c'est normal, c'est l'innovation. Donc, on en a plus qui ne marche pas que ce qui marche, honnêtement. Donc, ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on fait, alors, je suis désolée pour tous les termes anglais, parce qu'on fait des lessons learned, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on a des séances avec l'équipe, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et on apprend. Donc, on fait, on essaye, on apprend, et puis peut-être qu'on recommence autrement, et puis on avance. Voilà, donc c'est des petits rituels qu'on s'est donnés pour que cette notion d'apprendre, elle soit toujours là. Donc, et ça fonctionne très bien, et on en parle aussi à l'extérieur, pas que dans l'équipe, en disant voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comme ça on partage aussi, et ça fait moins peur après, parce vous donnez comment je vais dire, on donne le droit à l'erreur avec ce genre de lessons learned qu'on fait, on donne le droit à l'erreur à tout le monde. Et pour moi, il y a quelque part, faut faire attention à cette notion d'échec qui était très là, les gens ont peur de l'échec ou de ne pas y arriver. Moi, je mets toujours l'expérimentation, on essaye. Et puis, il n'y a que des opportunités, il n'y a pas d'échec, c'est que des opportunités pour apprendre en fait. Voilà. Donc, moi, j'essaie vraiment que les gens se sentent en sécurité. Alors, c'est peut-être un petit peu étrange comme notion, mais si on ne se sent pas en sécurité, on peut pas faire de l'innovation disruptive. Voilà. Donc, en fait, Rachel, ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, je l'entends quelquefois, on dit, bon, ça serait bien de pouvoir apprendre aux gens à oser. Oui. Ok, ça, c'est une chose. Mais si le terreau n'est pas favorable, c'est une injonction paradoxale. Vous êtes en train de dire aux gens osez, c'est une chose, libérez-vous. Mais si vous permettez, si le cadre de sécurité dont vous dites ne permet pas d'exprimer tout ça, ne donne pas les permissions, vous ne pouvez pas développer votre puissance. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Rachel, en fait. Exactement. Donc, il faut donner la permission aux gens, effectivement, que tout ne va pas aller. Alors, ça, c'est aussi que tout ne va pas aller. Ça ne sera pas facile. Ouais, c'est pas grave. Il y a des hauts et des bas dans l'innovation, et c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'on va en tirer les leçons pour être meilleur après. Voilà. Donc c'est cette notion-là, et c'est pour ça qu'il faut faire des petites. Moi, j'en fais il faut qu'on en discute, parce qu'autrement ça va pas de soi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas de soi. Donc, si vous voulez créer une culture, il faut en discuter et il faut montrer. Bon, il faut montrer l'exemple aussi, bien sûr. Ça, c'est très 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 important. Donc, partager les erreurs. Et on va aussi, c'est-à-dire que quand on va communiquer, on ne va pas communiquer quand on fait des réunions après, on ne communique pas que sur ce qui a bien fonctionné. On va communiquer aussi sur ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas un problème. Donc, il faut vraiment démystifier cet échec. Et je pense que c'est par la parole et puis voilà, par l'exemple, avec des exemples qui n'ont pas fonctionné, qui ne sont pas allés au bout, mais que ce n'est pas grave. Voilà, expérimenter, c'est le plus important. Expérimenter et apprendre. Parce que si c'est pour expérimenter et qu'on n'apprend pas derrière, ça ne sert à rien. Alors, c'est le fameux test and learn des startups, en fait. Ils disent on est en mode startup, on est en mode de test and learn et l'innovation, c'est vraiment ça. On apprend. Exactement. Il faut le ritualiser. Voilà, et ne jamais attendre d'avoir toutes les réponses pour prendre des décisions. Jamais. Parce qu'on est en retard si on fait ça. Il faut prendre des décisions, essayer, et puis essayer encore. Parce que nous, chez Bayer, honnêtement, on avait tendance, c'est ces grandes entreprises, vous savez, elles aiment savoir, il faut
tout planifier à 5 ans, à 10 ans, et puis une fois qu'on a tout bien planifié, on peut y aller. Ça ne marche plus, ça. C'est fini. Ça ne marche pas. Les plans à 10 ans. Les plans à 10 ans, ça peut être que des en français. Vous voyez, je suis un peu que des assumptions, des hypothèses, pardon. Voilà. Ça ne peut être que des hypothèses qui doivent être revues très souvent. Parce qu'en fait, des hypothèses à 10 ans, où sera le marché? Alors, dans mon cas, où sera le marché de l'agriculture? Où sera l'agriculture dans 10 ans? Je ne sais pas. On fait des hypothèses et puis on avance petit à petit et puis on verra. Voilà. C'est un peu en répondant, parce que je voyais qu'il y avait une question sur comment concilier d'Ocine qui nous dit comment concilier, donner du sens, de la clarté et gérer l'incertitude. C'est un peu ça auquel vous êtes en train de répondre, Rachel, en disant on ne peut pas de toute façon avoir une vision trop long terme. On fait par petits pas en fonction de la visibilité qu'on a au moment où on l'a, en fait. C'est ça. Et en tenant compte de ce qu'on fait. Et ce qui est important, c'est de donner une vision. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de vision long terme. C'est pas tout. Il faut avoir une vision long terme. C'est-à-dire, il faut avoir une aspiration de se dire on veut être là. Voilà. Dans 10 ans, ça serait bien qu'on soit là. Mais moi, ce que je dis à mes équipes, c'est maintenant, il faut qu'on invente comment on va le faire. C'est-à-dire, c'est à nous d'inventer le chemin, c'est à nous de le faire. Et on va le faire petit à petit. On va pas définir un plan à 10 ans, mais on va définir un plan à 6 mois peut-être, à 1 an. Et puis on va faire le bilan. Et puis on va apprendre et après on va voir et on va rediriger s'il faut. Parce que je ne suis pas sûre que si on fait des étapes à 10 ans, on va les suivre en fait. Et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter peut-être d'avoir une clarté qu'à 6 mois. Et puis après on va voir, et puis après on va voir. Mais on sait où on veut aller, on a le cap. Voilà, on a un cap. Et on partage ce cap tous ensemble. Et ça fait le sens aussi. Hein. Ça donne du sens à tout ce qu'on fait. C'est le cap, mais après, le chemin s'invente. Et accepter, c'est vrai, ça veut dire avoir cette humilité de se dire, et puis d'accepter qu'on ne connaît pas tout, en fait, effectivement. Et d'accepter qu'on va… C'est compliqué pour les scientifiques. Alors justement, comment vous le vivez? Comment vous le faites vivre à vos équipes? Parce que c'est un vrai changement culturel pour savoir et pour accompagner effectivement des ingénieurs ou des scientifiques. Ce qui n'est pas sûr peut générer du stress. Comment vous accompagnez ça? Parce que c'est un vrai changement de logiciel aussi. Oui, c'est vrai, parce que ça peut créer un petit peu de… Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça et qu'il faut accompagner un petit peu plus. Mais je ne sais pas comment vous dire, c'est qu'après, quand on a commencé, quand ils l'ont fait une fois, moi c'est ce que je regarde, après c'est tellement bien qu'en fait ça entraîne tout le monde. Donc il nous faut ce qu'on appelle nous les early adopters, c'est-à-dire des premiers qui vont bouger, et après il y a une espèce d'émulation et il y a tout le monde qui veut essayer parce qu'on a vu que les premiers, il n'y a pas eu de blâme, il n'y a pas eu de problème, enfin vous voyez. Donc moi, on cherche toujours dans l'entreprise un petit peu ceux qui vont le faire, ceux qui vont avoir un petit peu plus l'audace peut-être de le faire. Et puis après, on embarque tout le monde par l'exemple. Voilà, il faut créer des exemples et puis avancer. Hein. D'accord. Donc, créer des petits succès, des exemples, c'est voilà, ça, des petits succès et ces petits succès vont pouvoir faire après, vous les déployer et vont entraîner les autres, en fait, ceux qui seraient… Tout à fait. Donc, avoir de l'audace, en fait. Ouais. J'ai une question. Vous pouvez prendre, Rachel, les questions que vous voulez. Moi, je vois comment faire pour insuffler un esprit start-up dans une société comme Bayer. Alors, il ne faut pas essayer de le faire trop large parce qu'une start-up, c'est petit. Voilà. Donc, vraiment, c'est créé peut-être même au niveau d'une équipe projet. Voilà. Une équipe projet, c'est une start-up. Vous voyez, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va donner aux personnes la possibilité de créer quelque chose. Alors, on leur donne leur petit projet et ça fait une petite start-up. Si on essaye que l'ensemble de Bayer devienne une start-up, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, il faut créer des poches de start-up. Et comment ça marche? Il y a quelque chose qui est important aussi qu'on n'a pas noté, c'est que il faut bien discuter, moi je pense au départ aussi des rôles et des responsabilités. Parce qu'on a dit qu'il faut un cadre sécurisé, mais il est important si on veut que tout le monde puisse prendre ses responsabilités. On dit à tout le monde, il faut que tu prennes tes décisions, mais pour se sentir bien, pour prendre des décisions, il faut savoir jusqu'où on peut aller. C'est pareil pour moi. Moi, quand j'ai commencé, il y a 1 an, j'ai commencé mon job. La première chose que j'ai demandé à mon boss, c'est OK, alors c'est quoi les bases, quoi, ensemble?
Jusqu'où je peux aller? C'est quoi mon cadre? J'avais peur qu'il me donne un petit cadre, mais il m'en a donné un grand. Parce qu'un petit cadre, on peut pas vraiment faire quelque chose. Et je pense qu'il faut là aussi prendre le temps avec les équipes, si on veut qu'elles puissent prendre des décisions, qu'elles puissent faire des propositions, il faut leur donner le cadre. Un grand cadre, pas un petit cadre, pas une petite boîte, un grand cadre en leur disant, voilà, là-dedans, écoute, tu es responsable, vous êtes responsable de l'équipe et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, je pense qu'on ne prend pas assez le temps de le faire. Ça prend un peu de temps quand même de discuter, mais pour moi, c'est primordial. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup savoir jusqu'où je peux aller et où est ma responsabilité et quand est-ce qu'il faut que j'aille demander ou parce que bon, vous savez, dans ces grandes boîtes, on a des gouvernances partout et quand est-ce qu'il faut que j'aille à la gouvernance ou quelle autonomie j'ai. Et moi, on fait pareil avec les équipes pour qu'elles sachent exactement où elles en sont. Et ça, et puis on a tous envie de se ressentir responsable de quelque chose. Je pense que ça nous pousse vers l'avant aussi. Donc, avoir effectivement, définir un cadre, connaître son cadre, et vous dites, ce n'est pas une petite boîte d'allumettes, c'est un cadre. Si vous voulez développer l'autonomie des collaborateurs, et que ce soit une équipe ou que ce soit un collaborateur, vous ne pouvez pas l'enfermer dans une petite cadre et lui dire, tu as une liberté dans une boîte de chaussures. Mais exactement. C'est ouvrir le cadre en fonction, j'imagine, des compétences de chacun et de la capacité qu'ont chacun d'exercer cette autonomie. Donc, le cadre. Depuis tout à l'heure, vous parlez d'une chose, Rachel, qui me marque, c'est l'exemplarité. Vous pouvez nous donner des exemples, en fait, sur l'exemplarité, en quoi, parce que ça s'exerce au travers des comportements, l'exemplarité. Donc, c'est quoi les comportements exemplaires et c'est quoi ce qui vous guide, vous, pour se dire, là, je suis exemplaire ou pas, et comment vous pouvez être garant de ça? Ah, ça, c'est une bonne question. L'exemplarité. Alors, moi, je fais très, très attention parce que je me suis rendu compte que les gens me donnent des retours. Je fais très attention que mon comportement est en lien avec les valeurs que j'avance. Voilà. Donc, ça, c'est super important parce que si vous faites un petit pas de côté, tout de suite, c'est impressionnant, les gens le voient tout de suite. Donc, moi, je fais très, très attention d'être très cohérente avec moi-même. Voilà. Et je pense que si on est authentique, si vous jouez pas un jeu, c'est assez facile en fait d'être cohérent et d'être exemplaire dans ce que vous faites. Donc moi je pense que ce qui m'aide beaucoup c'est l'authenticité. C'est assez facile d'être exemplaire. Donc exemplaire dans être cool, être créatif. Donner la parole, être aussi montrer qu'un leader, on n'est pas infaillible, on est vulnérable aussi. Ça, je pense que c'est très important de montrer cet exemple-là. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Moi, je ne suis pas parfaite et je ne sais pas tout faire. Voilà. Donc, ça, je le sais depuis toute petite, parce que moi, j'ai une dyslexie qui a fait qu'à l'école, je n'étais pas très, très forte. Et pourtant, vous voyez, j'ai fait de la science, j'ai une thèse et tout, mais je n'étais pas forte. Et j'ai besoin des autres, en fait, pour être complémentaire de ce que je sais moins faire. Et donc, ça, je pense que c'est important aussi d'être exemplaire et de montrer aux autres, leur donner la possibilité aussi de pas être, on n'est pas, de pas savoir tout faire, c'est pas grave. Voilà. Et qu'on est complémentaire et que dans l'équipe, il y aura d'autres personnes qui pourront le faire. Si moi, je ne sais pas faire, je peux compter sur les autres. Donc ça, c'est important. Donc moi, je suis exemplaire là-dessus aussi. Si je ne sais pas faire, je le dis. Ah bah ça, alors là, je ne saurais pas faire, c'est à toi de le faire. Franchement, moi, ça, c'est pas mon truc. Mais par contre, moi, je peux t'aider là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, c'est important en tant que leader de montrer qu'on est vulnérable. Qu'on a et puis les émotions, parler des émotions, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on ne faisait pas avant. Enfin, moi, ça fait 22 ans que je suis dans l'entreprise. Moi, je n'ai jamais un manager qui m'a parlé de mes émotions. Moi, j'en parle avec les équipes. J'en parle, t'en penses quoi? T'en es où? Comment tu te sens? Est-ce que ça te va? Et ça, c'est aussi important. Et si on ne le fait pas nous, c'est l'exemplarité. Ils ne le feront pas avec leurs équipes et ça ne fera pas boule de neige dans l'entreprise, quoi. Donc, voilà, c'est un peu les valeurs que j'essaie d'avancer avec ce que je fais. Et voilà. La liberté de faire aussi avec les gens, leur donner la liberté et l'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Je leur dis, qu'est-ce que tu ferais? Coacher aussi, c'est aussi un comportement.
j'essaie, parce que des fois, je suis comme tout le monde, j'ai envie aussi de donner mon avis. J'essaie de coacher et de poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi tu ne ferais pas ça? Et pourquoi on est comme ça? Et pourquoi ça, c'est aussi important pour faire avancer. En fait, c'est tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, Rachel, c'est toute la différence entre l'expert et le leader. L'expert, lui, va être un sachant, et Dieu sait que vous êtes expert et vos équipes sont des experts, en fait. Hein. Mais le leader, il a ça de plus. L'expert est plutôt sur le savoir, et lui, c'est une autorité de compétence, en fait, qu'il va mettre en avant. Oui. Le leader, il sait qu'il n'est pas compétent partout, et ce n'est pas là qu'il va chercher son autorité, hein, en fait. Et ce que vous dites, il peut se permettre justement d'être authentique parce que son autorité, elle ne se base pas que sur sa compétence, en fait. Voilà. Que sur son expertise, mais sur quelque chose de plus large, en fait. Sur sa capacité de vision, vous l'avez dit tout à l'heure, sa capacité à développer un terreau favorable, sa capacité à faire grandir les gens. En fait, c'est ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, coacher, c'est poser les questions plutôt qu'imposer un savoir. Un expert aurait tendance à vous donner la solution et vous posez la question pour que les gens grandissent. Donc ça, c'est le leadership. Comment je fais éclore et grandir le leadership chez les autres aussi pour qu'ils puissent gagner en autonomie. Et puis, ce que je trouve formidable que vous venez de nous dire, et merci de nous partager, ça fait partie de votre authentisme, Rachel, c'est la vulnérabilité, en fait. Un expert, il va avoir moins tendance à dire qu'il ne sait pas dans certains domaines parce que son autorité dépend sur la compétence, donc c'est difficile. Mais par contre, le leader, il peut le dire. Il peut le dire parce qu'il encourage et qu'effectivement, ne pas dire qu'on est parfait et oser dire qu'on peut être vulnérable, qu'on ne sait pas tout et que c'est aussi une caractéristique du leader. Alors ça, c'est un vrai changement de paradigme, Rachel, parce qu'avant, le leader, il était charismatique, tout puissant, et jamais on montrait et jamais le leader, dans l'inconscient collectif qu'on a construit, c'est une figure charismatique auquel c'est la force et la puissance dans toute son ampleur. Donc, voilà. Vous parliez d'autorité, et si j'essaie de faire l'autorité, c'est pas le contrôle. Voilà, l'autorité, pour moi, la hiérarchie, moi, je suis pas très, il faut pas qu'il y ait le chaos dans l'entreprise. Donc, on a une hiérarchie, mais pour moi, je suis là pour prendre soin des autres. Hein. C'est le take care en anglais. Moi, je suis là pour ça. Je suis pas là pour donner des ordres. Je suis pas là pour contrôler. Moi, je suis là pour être là, pour faire attention, pour développer les gens qui travaillent avec moi, qui soient les meilleurs d'eux-mêmes, hein, qu'ils arrivent à être les meilleurs d'eux-mêmes, qui soient heureux aussi, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'être heureux, mais il faut être heureux dans l'entreprise et heureux de ce qu'on fait. Donc, moi, vraiment, je fais toujours attention à cette autorité. On est bien loin des leaders d'avant, le taylorisme, là, hop, les leaders décidaient et puis les salariés faisaient. C'est absolument impossible. Moi, je suis complètement dans ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, l'intelligence collective. Moi, je crois énormément au pouvoir du groupe et que chacun d'entre nous, on peut apporter quelque chose. Et peut-être pour ça aussi, on n'en a pas parlé, c'est qu'il faut aussi développer la connaissance de soi. Si on ne connaît pas les gens avec qui on travaille, dans une équipe projet, si les gens ne savent pas là où les autres sont bons et moins bons, si on ne se connaît pas, comment est-ce qu'on peut avoir cette intelligence collective? Comment on peut dire, ah ben tiens, toi tu peux faire ça, moi plutôt je ferai ça, qu'on puisse… Et ça, c'est aussi très très important. Et moi, il y a quelque chose qu'on a fait chez Bayer qui m'a vraiment changé là, il y a 4 ans, je crois qu'on a fait ça. On est tous passés ce qu'on a appelé le Strengths Finder. Donc, c'est une méthode où on trouve nos forces. Donc, sur 36 forces, à la fin, on en a 5 qui sont les nôtres et qui nous correspondent. Et après, dans les équipes, on a partagé ces forces. C'est-à-dire, on devait faire un petit dessin où on devait expliquer nos forces et qui je suis au travers de mes forces. Et à la fin, on s'est fait un petit tableau avec toutes les forces de l'équipe. Et on a discuté, on a pris 1 heure pour discuter, qui fera quoi. Enfin, vous voyez, qui peut faire quoi. Voilà. Parce que comment vous voulez la collaboration, l'intelligence collective, il faut qu'elle soit là parce qu'il faut qu'on se fasse confiance. C'est-à-dire, t'es meilleur que moi là-dedans, c'est pas très bien. Là, t'es moins bon, donc moi, je vais pouvoir complémenter. Cette complémentarité des équipes, elle est très,
Très, très, très important. Il faut arriver à ne pas avoir de compétition dans les équipes. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes domaines souvent, parce qu'on est tous uniques. Donc, en fait, on n'est pas sur les mêmes domaines. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui pour moi, fait beaucoup de sens de se connaître et le faire connaître. C'est-à-dire, c'est bien de se connaître, mais si personne ne le sait, ça ne va pas beaucoup aider. Et le faire connaître et le dire honnêtement, comme on disait, l'authenticité. Ah non, moi, ça, vraiment, je ne le sens pas, quoi. Il va falloir que vous m'aidiez. Voilà. Donc, et pour ça, voilà, on a fait ce Strength Finder. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, ça nous a changé la discussion. Parce qu'avant, on parlait souvent de, je ne sais pas si quelqu'un va se reconnaître là-dedans, mais on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Vous savez, les revues à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Voilà. Où est-ce qu'il faut que tu t'améliores? Et là, on a pu commencer à dire, voilà, tu as ces forces-là, voilà ce que tu peux faire sur ces forces. Et ça a changé complètement la discussion qu'on a au moment des talents, des revues de talents. On part des forces. Alors, bien sûr que les faiblesses, il faut les amener à un certain niveau, pour pas que ça devienne un handicap. Mais on n'a pas besoin d'être excellent partout. Et ça, moi, j'en suis persuadée, parce que moi, je suis sûre que je n'arriverai pas à être excellente partout. Donc, donner la possibilité aux gens de se développer sur leurs forces, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, c'est intéressant, et ça aussi, c'est un changement de paradigme, ce que vous nous dites, Rachel, parce qu'encore beaucoup d'entreprises travaillent sur l'amélioration. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Et là, on est sur ce que font les sportifs de haut niveau aussi, de plus en plus. C'est-à-dire, je m'appuie sur mes forces. Je m'appuie sur, quand un sportif, Tiger Woods disait, moi, je vais développer là où je suis fort et je vais en faire plein d'exercices là où je suis fort, parce que c'est là où je peux être encore plus fort. Exactement. Et je ne vais pas laisser mes faiblesses, mais plutôt que d'essayer d'être un tout petit peu plus fort sur ces faiblesses, je vais là renforcer ce qui était fort. Et donc, c'est ce que vous dites. Et appliqué au milieu de l'entreprise, je trouve que ça fait sens. Ça change D'abord, c'est très valorisant pour le collaborateur parce qu'on s'appuie sur ses forces. Et puis, ça permet de remettre un débat un petit peu plus au-dessus de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Sous-entendu, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien et comment on peut faire encore meilleur. Mais voilà, sur quoi je m'appuie, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, en fait. On sait maintenant d'où on part. Oui. Et ça, c'est vraiment un changement, parce que je dis, c'est un changement qui est assez récent, mais qui, pour moi, a quand même fait, la différence. Et à la fin, l'idée, c'est que ces forces individuelles, parce que je vois quelqu'un aussi, c'est que les forces individuelles, elles servent le collectif. On est d'accord, parce qu'après, c'est pour dire je suis le plus fort. Et voilà, alors là, par contre, ça ne sert à rien. Donc, on sert le collectif quand on fait ça. C'est-à-dire que l'équipe prend conscience des forces de tout le monde et va plus loin. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas de développer vraiment c'est pas d'être juste content de soi-même, effectivement. Non, c'est pour trouver cette complémentarité, pour pouvoir trouver cette complémentarité avec les autres. Mais quand on se connaît soi-même, c'est plus facile, effectivement, après de le partager, en fait. Si on ne se connaît pas, connais-toi toi-même, je crois que tout le monde connaît ça, eh bien, c'est difficile de le partager avec les autres. Donc, ça commence par cette connaissance de soi extrêmement fine. Et quand on construit une équipe, des équipes projets ou même son équipe, quand on fait, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas embaucher les gens qui nous ressemblent. Parce qu'on a tendance, on aime les gens, c'est plus facile de travailler avec les gens qui nous ressemblent. Et je pense que là, on passe à côté, si on fait ça, je pense qu'on passe à côté vraiment d'une richesse qui est les gens qui ne nous ressemblent pas et qui vont pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et ça, il faut se faire un peu violence et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, on fait attention aux panels, vous savez, pour faire les entretiens. On a des panels très divers. Parce que si vous n'avez pas des panels divers, vous retombez toujours sur les mêmes personnes. Et dans l'innovation et dans la recherche, on a quand même des profils qui sont un petit peu tous les mêmes. On a beaucoup de gens qui sont analytiques. C'est normal puisqu'on fait de la science. Mais il faut aussi qu'on ait d'autres profils. Et donc ça, c'est un effort et qu'il faut faire. Et c'est pas facile parce que je vois toujours on dit oh là là, oui mais c'est le même que celui-là qui était déjà là. Ou alors, par exemple, on republie les mêmes job descriptions 10 ans après. Alors ça, on va dans la base de données, on prend la description du job et on la republie. Mais quelle erreur! Les choses changent, c'est ce qu'on a dit.
Et donc, il faut revoir les descriptions de postes et les attentes et tout ça. Donc, il y a quand même… Ça, c'est du travail de fond qu'il faut faire. Et donc, ça veut dire que vous acceptez… Alors, comment vous faites… je voudrais creuser ce point-là, Rachel. Comment vous faites pour justement en appeler à la diversité? Parce que ce que vous dites, c'est des biais qu'on peut avoir, des biais de reconnaissance, en fait. Mais comment vous faites pour justement passer ces biais quand vous êtes en entretien, ou comment vous faites pour, au départ, vous dire, bon, ben voilà, lui, il est cerveau gauche, mais je vais mettre un petit peu de créativité parce que j'ai besoin de ça, ou est-ce que je vais… comment vous vous y prenez pour ne pas tomber dans ces biais-là, en fait, justement, Rachel? Quelle est l'ouverture d'esprit que vous devez avoir? Comment vous conditionnez? Voilà, il faut se conditionner, c'est-à-dire… Alors aussi, on a fait des exercices, alors bon, ça peut paraître un peu artificiel, mais je pense que si on n'en parle pas, on ne peut pas en prendre conscience. Mais on a fait des exercices sur les biais. Ouais, énormément, on en a fait plein. On s'est amusé à faire des exercices sur Internet, vous pouvez en trouver. Et c'est assez amusant parce que des fois, vous avez des réponses que vous n'avez pas tellement envie de voir en disant « Ah ben, j'ai un biais sur… Moi, je me rappelle, c'était sur plein de choses. Enfin, il y avait plein de choses et on se rend compte qu'en fait, on arrive à avoir des biais sur les hommes, sur les femmes. Vous répondez rapidement à des questions et vous voyez qu'en fait, vous avez un biais. Donc, être conscient de ces biais, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà quelque chose parce que quand vous êtes en entretien, paf, ça peut vous monter et dire je suis en train de faire ce biais. J'y suis dedans, quoi. J'y suis dedans à fond. Donc, voilà. Donc, il faut aussi avoir une connaissance de ces biais. Et puis, c'est ce que je disais, la diversité, il ne faut pas le faire seul. Il faut avoir des gens divers. Donc, il faut faire attention. En tout cas, il faut sélectionner des gens divers. Honnêtement, on cherche dans l'entreprise, et ce n'est pas la seule diversité qu'on cherche, mais à avoir plus de femmes. Et au départ, on avait des panels où il n'y avait que des hommes qui étaient assez dans le même moule. Comment voulez-vous qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est vraiment différent? C'est très, très difficile. Donc, on ne commence pas un panel, par exemple, pour les femmes, mais il y a d'autres diversités sur lesquelles on travaille. On n'a pas de panel sans qu'il y ait au moins une femme dans le panel. Voilà. Il n'y aura pas d'entretien si on n'a pas trouvé qu'il y ait une femme qui puisse aussi donner son avis. On va aller sur d'international aussi avec différentes cultures. Voilà. Donc, on essaie de faire des panels les plus diverses possibles pour compenser, pour éviter tous ces biais qu'on a. Ouais, donc c'est vraiment indispensable ce travail sur les biais, c'est ce qui permet de prendre les bonnes décisions. On sait qu'une fois qu'on a pris conscience de ces biais, on peut aussi, ces biais interviennent sur nos prises de décision, que ce soit en recrutement ou que ce soit dans nos prises de décision du quotidien en tant que leader. J'ai une question, si vous voulez la prendre, Rachel. Comment gère-t-on les personnes qui restent dans l'ancien monde? C'est-à-dire comment leur faire changer leur mindset, en fait? Comment on peut amener des personnes, parce que, comme vous dites, à changer? Est-ce que c'est possible ou pas? Et comment vous les accompagnez, vous? Alors, est-ce qu'il faut que tout le monde soit super disruptif, super innovant? Non. Non, c'est pas… Enfin, faut aussi faire avec les ambitions, les envies des gens aussi. Et comme on disait tout à l'heure, on a du perform et du transform. Donc, en fait, on a quand même des postes ou des missions différentes. Et on peut aussi distribuer en fonction des envies, en fonction des… mais d'un autre côté, moi, ce que je vois, c'est qu'ils se laissent entraîner. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Créer des succès, parler de ce qui se fait. Petit à petit, ils se disent « Ah, pourquoi pas moi ? Ah, ça serait peut-être intéressant, je veux bien essayer. » Moi, je me rends compte qu'on arrive quand même à embarquer. Par la force, on n'y arrive jamais. Par contre, si vous dites à quelqu'un « Tu vas faire ça », c'est pas possible. Alors, moi, je ne mettrais pas quelqu'un qui n'a pas tellement envie en responsable d'un projet, mais par contre, je le mettrais dans le projet, des fois. Parce qu'en fait, il voit la dynamique qui se fait. Il voit l'énergie que ça crée, parce que ça crée une énergie folle quand vous êtes dans une équipe qui est en train de créer. Et cette énergie, elle est quand même tellement intéressante qu'on veut bien y participer un petit peu. Alors, au début, timidement, et puis après, ça avance. Et des réfractaires, on en a toujours. Et ben, dans ces cas-là, dans l'organisation, on arrive à trouver une mission qui correspond aussi. Oui, il faut aussi respecter la différence et respecter. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui me disent « Mais Rachel, ce que tu nous demandes, moi, j'ai
j'ai un certain âge, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise, et ben, c'est pas maintenant que j'ai envie de me réinventer complètement. Donc, est-ce qu'on peut se trouver quelque chose qui est plus dans ce que je sais faire? Oui, on peut. On peut. Faut pas non plus forcer. Voilà. Donc, mais moi, je les mets quand même dans les équipes. Enfin, on les met quand même dans les équipes projets parce que je trouve que l'émulation, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne bien. Oui, c'est par le collectif en fait. C'est pas par le. Vous entendez ce qu'ils disent et vous avez la chance de pouvoir leur donner aussi l'opportunité de. Bah, si tu veux pas changer, tu changes pas en fait. Hein, on va pas. Mais par contre, voilà, tu t'adaptes. Mais par contre, oui, on va te faire goûter à ce que ça pourrait être pour que tu trouves plutôt un intérêt, en fait, pour que tu vois les avantages que tu peux avoir et vous appuyer sur le collectif pour être un effet de levier, en fait, c'est ça. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui… Alors, on peut ne pas avoir envie de s'adapter trop, mais par contre, on ne doit pas bloquer le système. Bien sûr. Voilà. Donc, quand il y a un blocage de système, là, par contre, il y a discussion. Et on discute et on dit non, ça, c'est pas possible. Donc, il faut trouver une autre attitude, une autre façon de faire, mais on ne peut pas bloquer le système. Alexandre nous demande si cette manière de fonctionner, donc le leadership que vous incarnez, Rachel, et alors c'est marrant parce qu'on avait parlé par rapport à la culture de Bayer, et vous nous expliquerez un peu ça, en quoi vous êtes aussi disruptive comme étant chez Bayer la première femme membre du VP. Est-ce que ça fonctionne partout? Est-ce que c'est une recette qui fonctionne worldwide en fonction des impacts des cultures sur le monde? Est-ce que vous avez observé que ça, c'est des fondamentaux et est-ce que… Moi, j'ai remarqué que quand même, quand vous être authentique, les gens vous disent « Ah, t'es approchable ». Enfin, vous voyez, ça c'est complètement universel. Être collaboratif, tout le monde a envie d'être collaboratif, tout le monde a envie d'être dans cette dynamique-là. Alors après, peut-être que c'est plus difficile dans certaines cultures que dans d'autres. Alors c'est sûr qu'on était dans moi, je suis rentrée dans l'entreprise Bayer, donc une entreprise allemande, il y a 22 ans. Alors, 22 ans, c'était un peu compliqué, parce qu'on n'était pas sur ce modèle-là. Et donc, on a mis longtemps à avancer. Et on est complètement différent aujourd'hui, mais on a mis effectivement très, très longtemps à avancer. Et moi, je peux le dire, je pense qu'il y a des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Parce que j'ai été tellement, vous savez, cette publicité, enfin, je ne sais pas si tout le monde la connaît parce qu'elle date un peu de la vache qui rit, vous savez, où on lui dit « t'es trop ci, t'es trop ça, trop typé, trop truc, trop… » Toute ma vie, j'ai entendu ça, quoi. Toute ma vie, il faut beaucoup de résilience, en fait, pour y arriver. Parce que toute ma vie, j'ai entendu ça. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. On voulait me mettre dans une boîte, dans un moule. Moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans un moule. Et c'est sûr que worldwide, ça marche d'être authentique, ça marche d'être avec les gens, ça marche. Mais c'est des fois plus difficile. Il y a plus de résistance dans certaines cultures. Et moi, je pense qu'effectivement, la culture allemande, ils aiment les processus. Ils sont très, très forts en implémentation. Ils sont forts en implémentation. Sur la partie, justement, innovation, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'innovation, il faut sortir des processus. Et ça, c'est difficile. Donc, il faut sortir de tout ça. Il faut oublier le processus et il faut en créer des nouveaux. Et peut-être que c'est un petit peu plus difficile. Mais regardez, moi, je suis vraiment des fois, je me dis que je suis une survivante de tout ça parce que j'ai traversé toutes les étapes de cette entreprise et qui aujourd'hui, vraiment, moi, je suis très fière de là où on est et du leadership qu'on veut avancer. Mais c'est sûr que c'est la première fois sur ce poste-là qu'on a une femme qui n'est pas allemande, qui est française, avec son accent français, et qui revendique d'être différente, parce que moi, je revendique ouvertement qui je suis. Ça, tout le monde le sait, et il y a des choses que je ne fais pas, qu'on me demande que je ne ferai pas. Voilà, parce que j'ai décidé de qui je voulais être dans mon entreprise comme leader. C'est plus facile aujourd'hui que quand on est jeune, mais maintenant, moi, je veux transmettre, voilà, c'est ça qui m'anime, le coaching, les autres, créer des choses, et je ne me laisse pas embarquer dans autre chose. Donc, moi, je pense qu'être authentique, être droit dans ses bottes, avec ses valeurs personnelles et avoir les mêmes dans l'entreprise, et pas jouer un jeu, c'est universel. Merci Rachel. Et c'est pour ça effectivement que ça, et puis sortir du cadre, c'est ce que vous faites, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être le fait que vous êtes différente et que vous affirmez
ce en quoi vous êtes unique, qui fait que vous êtes aussi, vous vous inscrivez dans la durée, avec cette capacité d'adaptation que vous avez aussi. Donc, et puis cette énergie, je vois quelle énergie. Et je crois que ça, oui, vous n'en avez pas parlé, Rachel, mais c'est extrêmement important pour ce que fait partie de l'exemplarité. Oui. C'est quoi l'énergie qui doit animer le leader? Ben, c'est une énergie positive. C'est une envie de faire, c'est une envie d'aller plus loin, c'est être ambitieux. Moi, chaque fois qu'on fait un projet, je dis alors, OK, alors on va pas faire la même chose qu'avant. Hein. Donc, c'est quoi l'ambition qu'on a? Donc voilà, être ambitieux, avoir envie de faire plus, et puis de croire aux autres, c'est tellement fort. Vous croyez moi, je crois au collectif, hein, vraiment. Je crois au potentiel des autres, je crois qu'on est meilleur à plusieurs. Donc ça m'anime vraiment. Et moi, peut-être que mon énergie, elle vient des autres. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Je ne vais pas dire ça comme ça, c'est peut-être un peu excessif, mais moi, je suis rien sans le collectif, sans les autres, voilà, moi, je suis là pour ça, quoi. Donc, moi, je crois vraiment que le leadership, maintenant, c'est vraiment, vous savez, un équilibre. Moi, j'ai une mission qui est différente des autres. J'ai une mission, mais j'ai qu'une mission. Ils ont leur mission, j'ai la mienne, on a tous une mission, mais je ne suis pas meilleure qu'eux. Vous voyez, je me dis, mais moi, je suis rentrée comme stagiaire. Hein, j'ai fait mon postdoc dans cette entreprise. Moi, je suis la même. Hein. J'en parlais avec quelqu'un là, il y a 2-3 jours qui me dit, mais Rachel, t'es vachement approchable et tout. Je dis, mais moi, j'essaie de me projeter. Bon, j'ai plus d'expérience et tout ça, c'est vrai, peut-être un peu plus de sagesse aussi. Mais à la fin, moi, je suis la même. Hein. Je suis la même que la stagiaire qui est rentrée il y a 22 ans avec l'envie d'embarquer tout le monde et d'y aller, quoi. Donc, voilà, ça, c'est important. Et je Moi, vois je suis la même. que Philippe dit avoir la chance d'exprimer toute sa passion. Et c'est vrai que Oui. c'est une énergie, c'est la passion. Il faut avoir la passion. Et c'est ce qui, le leadership, finalement, vous êtes en train de nous dire, c'est un grand croyant, en fait. Il doit croire à ses projets. Il doit avoir la passion et se lever avec la passion. Quand on n'a plus la flamme, bon, c'est difficile de la transmettre, en fait, quand nous, on l'a plus nous-mêmes. Donc, c'est cette passion qui vous. Et je pense que quand on n'a plus la flamme, il faut savoir prendre ses propres décisions. Hein. Je l'ai fait. Il y a eu un moment où j'étais un petit peu moins d'accord avec, il y a plus de 15 ans, avec la façon dont on faisait la recherche, qui était trop sur le process. Hein. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de process chez Bayer. Et moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas spécialement, tous ces process. On n'innove pas dans les process. Et ben, j'ai pris mes propres décisions. Je suis allée voir ailleurs et je suis allée voir ailleurs contre l'avis de ma hiérarchie, contre l'avis de beaucoup de gens, mais parce que ça ne me ressemblait plus. Et si ça ne vous ressemble plus, je pense que moi, j'ai toujours peur de me retrouver dans un environnement où je ne serai pas bonne, que je serai, parce qu'en fait, je ne m'y retrouve pas et je ne suis pas alimentée. Vous savez, ma passion n'est pas alimentée, mon énergie n'est pas alimentée. J'ai toujours peur de ça. Donc, je fais très attention quand même ce que me propose l'entreprise, parce que l'entreprise propose des choses. Je fais très attention à ça, que ça me ressemble quand même et que je vais être alimentée et que je vais être heureuse et que je vais rendre des autres heureux et que voilà, on aura de la joie à travailler ensemble. On ne parle pas souvent de la joie aussi, vous savez, dans la journée, qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, je le recherche, ça, je sais. Des fois, je le note, je me dis, ah, ça, c'était super. C'est ça que j'aime et c'est ça que je veux retrouver. Je ne fais pas que des choses dont j'ai envie, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'il faut avoir une bonne balance dans ce qu'on fait, un bon équilibre entre les choses qui nous alimentent. Nous nourrissent. Qui nous nourrissent, voilà, merci, qui nous nourrissent. Et ça, c'est pour moi très important. Et c'est ce qui fait que vous gardez le feu et la foi, Rachel, en ce que vous faites, en fait. Vous vous levez le matin. Tout le monde me demande comment je fais. Hein. C'est un truc parce que, vous savez, je viens d'avoir 50 ans, il n'y a pas longtemps. Alors, vous savez, 50 ans, c'est toujours un peu… Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Tu es encore plein de… ouais, mais j'y crois, quoi. Moi, je crois, vraiment, j'y crois. Honnêtement, on a une mission, là. Enfin, moi, l'agriculture, cette mission de l'agriculture de demain, j'y crois. Je crois en l'équipe, je crois en la science qu'on peut créer, je crois aux gens que j'ai autour de moi. Voilà. Donc, tout ça fait que ça fait un bon ensemble pour avancer ensemble. La mission de l'agriculture, Rachel, elle est au service, enfin moi, ce que je vois dans l'agriculture, c'est l'alimentaire en fait, c'est ça, c'est la chaîne alimentaire quelque part. Parce que c'est un des grands enjeux, effectivement, c'est la prochaine, enfin c'est une des crises qu'on est en train de vivre aussi, compte tenu du contexte géopolitique, la sécurité alimentaire. Donc, oui, et puis qu'elle soit accessible.
et qu'elle soit accessible à tous. Je pense que ça, c'est un des gros enjeux de l'agriculture, parce que tout le monde puisse que ce soit accessible au porte-monnaie de tout le monde, hein, parce qu'on a tendance à aller vers quand même une alimentation de plus en plus chère, et je pense qu'il y a des choses à faire ici, et puis aussi dans le monde entier, pas que dans les pays, dans nos pays aussi, il faut qu'on pense aux autres aussi. Donc il y a des énormes enjeux, et ça aussi, moi, je pense qu'on est tous, on a tous envie, on a une responsabilité sociétale, une responsabilité environnementale aussi, hein, les pesticides, on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la nouvelle génération, enfin, tout ça, moi, ça me porte vraiment. Donc, c'est au-delà, en fait. C'est vraiment, c'est pas que l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez aussi, et vous le portez, et c'est le leader qui doit le porter et l'impulser, cette volonté aussi, par le sens, de pouvoir agir sur son écosystème, en fait. Et vous, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on sécurise l'alimentaire, qui est quand même une préoccupation, j'allais dire, si on n'a plus d'eau, par la sécheresse, si on n'a plus de nourriture, la croissance, ça sera peut-être pas une priorité. Ça sera déjà notre priorité. On reviendra à comment on se nourrit et comment on s'alimente. Donc, c'est vraiment important, et c'est pour ça que ça a du sens, Rachel, de ce que vous menez avec vos équipes. Souvent, on nous dit des talents, comment vous faites pour recruter des talents? Parce que peut-être que des fois, la réputation de Bayer, vous savez bien qu'on discute, et moi, je dis toujours, je sais pas moi, travailler chez Google, c'est quoi la vision de… je sais pas, en tout cas, moi, ça ne me parle pas, parce que c'est collecter des données personnelles pour les revendre et faire du business dessus. Moi, j'ai un peu de mal avec le sens de tout ça. Voilà. Donc, même si on a un challenge énorme, hein, étant Bayer et l'agriculture, je peux vous dire que le challenge, il est énorme. Ça pourrait plutôt nous abattre en disant, voilà, on n'y arrivera jamais. Mais non, il y a de l'espoir. Et voilà. Et il faut être, quand on est un leader, il faut être optimiste aussi. Hein. Vous voyez, cette positivité, optimiste. Allez, qu'est-ce qu'on va faire, et chercher les solutions. Il y a toujours une solution. Moi, c'est ce que je me rends compte, qu'en fait, on arrive toujours à trouver une solution tous ensemble. Super, Rachel. Écoutez, si vous voulez bien, à moins que vous ayez une ou deux questions à poser, parce que je vois que le temps passe et je vais devoir vous libérer, votre emploi du temps est très chargé, et ceux des gens qui sont là aussi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Sinon, c'est génial de rester sur cette parole-là, Rachel, de dire que on va trouver les solutions en collectif, en fait. Vous bouclez la boucle, Rachel. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais ça, c'est l'entreprise de demain. C'est l'entreprise de demain. Et c'est pas les managers. Je dis souvent ça. Alors, il y a des gens qui ne me comprennent pas bien quand je dis ça. Moi, je dis, ça s'appelle Small Molecule. Mon équipe, je dis Small Molecule, c'est pas moi. Et ça interpelle énormément certaines personnes. Je dis, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pas le départ Small Molecule, parce qu'on s'appelle Small Molecule. Hein, c'est pas moi. C'est nous, c'est vous, c'est nous, c'est pas moi. Moi, je suis là au service d'eux aussi, de vous, de notre mission et de ce qu'on veut faire. Mais c'est pas moi. Et moi, quand les gens me poussent trop, ils me regardent tout le temps en disant, c'est Rachel. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est nous. Donc, en tout cas, merci Rachel pour ce témoignage. J'en profite simplement. Merci beaucoup Rachel. C'est extrêmement inspirant, et c'est ce que tout le monde est en train de dire en disant merci, vous êtes génial. On a tous envie de travailler pour vous, Rachel. Moi, j'aurais un peu plus de mal parce que scientifiquement, ça ne va pas le faire. Mais, mais si j'avais eu ce talent-là, j'aurais bien rejoint vos équipes. On a besoin des leaders inspirants comme vous êtes, et merci de montrer cette voie-là, en fait, et d'être aussi visionnaire sur cette voie-là. Alors, j'en précise quelques minutes pour vous partager juste les prochains événements qui concernent la fabrique, pour que vous puissiez, bien, en ce qui concerne les matinales, notre prochaine matinale aura lieu le 6 juillet. C'est Thomas Brezard, qui est le patron de Norcis, donc de Lille, une ETI dans le système numérique, qui nous parlera de la perma-entreprise.
Vous voyez, Rachel, on reste dans la permaculture. Quels sont D'accord. les modèles qui sont inspirés? Ils ont été regardés ce qui se faisait dans la permaculture pour dire quelles Oui. sont les passerelles qu'on peut mettre dans la perma-entreprise. Et ils s'appuient sur des principes éthiques et ils s'appuient sur des choses très, très intéressantes qu'ils ont mis en place dans leur entreprise et qui fonctionnent avec beaucoup de succès pour attirer les talents, pour avoir moins de turnover, pour justement réconcilier people, planet, profit. Et donc ça, c'est un modèle qui me semblait très intéressant de vous faire partager. On a un club, prochain club qui sera le 20 septembre et qui est le club des leaders éclairés, dans lequel il nous reste encore 4 places aujourd'hui. Donc, le principe, c'est un groupe de dirigeants. Vous pouvez venir, comité de direction externe. On échange, on trouve des solutions collectives au moyen du co-développement. On a des agitateurs d'idées qui viennent vous faire un peu comme Rachel, penser différemment, hein, justement, pour pouvoir trouver des solutions différentes et disruptives par rapport à vos problématiques actuelles. Donc, on a un format qui le permet. Et donc, voilà, il nous reste 4 places pour le prochain club du 20 septembre. Les parcours expérientiels et les parcours de coaching, de leadership qu'on fait sur vos équipes de direction, soit sur mesure. Et puis là, le 14 octobre, on lance un parcours pour les dirigeants en inter-entreprise qui vont pouvoir, entre pairs, justement, faire évoluer leur leadership et puis renforcer ce leadership pour pouvoir eux aussi l'incarner et faire en sorte que leur entreprise puisse aujourd'hui les voir différents. Et Rachel, dans ce parcours-là, on travaille sur les biais aussi. Donc, on travaille sur le corps. On est allé chercher tout ce qui est expérience corporelle qui bouge les lignes vraiment profondément. Et puis, derrière, on retravaille sur les biais, sur connais-toi toi-même et connais les autres aussi en même temps, et sur l'intelligence émotionnelle dont vous parlez tout à l'heure. Donc, voilà, on met tout ça dans nos parcours. Et puis, on vient de lancer, puisqu'on a fait le mi-terme le 14 juin, qui est cette semaine, le Lab des éclaireurs, qui est un do tank de l'engagement sociétal des entreprises. Donc là, effectivement, on a ceux qui, j'encourage vraiment, il nous reste quelques places pour le collège de dirigeants et le collège de chercheurs qui voudraient nous rejoindre. Le do tank, c'est quoi? On n'en est plus à penser, on en est à agir. Donc, comment est-ce qu'on remplit ce réservoir avec des idées, des solutions qui vont pouvoir s'implémenter dans notre entreprise, qu'on implémentera dans les entreprises, dans les entreprises pilotes qui feront partie de l'écosystème de la fabrique et même au-delà, pour pouvoir trouver des solutions pour que justement répondre à notre engagement sociétal. Je ne parle pas d'obligation, parce que pour moi, l'obligation est une réglementation. Et moi, je préfère parler d'engagement sociétal. Et comme vous l'avez dit, Rachel, tout à l'heure, l'engagement, c'est le cœur, en fait. Ce n'est pas parce que vous le faites parce que vous êtes obligé, mais vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et je crois que c'est ça vraiment qu'on aura vraiment envie, c'est de développer ce leadership d'engagement et pas un leadership d'obligation qui n'est pas de leadership. Donc voilà, donc vous pouvez rentrer dans cet écosystème et nous rejoindre suivant les portes qui vous intéressent. Et je vous remercie encore à toutes et tous d'avoir vraiment participé très activement à cette matinale. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Rachel, bonne journée aussi à vous. Et merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet pour poursuivre cette aventure du leadership avec nos leaders inspirants. Merci Rachel, belle journée. Merci à tout le monde. Très, très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.